Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez tous le support de présentation? Oui, c'est bon. Hein. Parfait. Pour nous, c'est OK. Ouais. Merci, merci. Merci, tout le monde est attentif. Voilà, je suis déjà submergée par les réponses. Bon, je vous remercie en tout cas d'être aussi nombreux pour participer à ce temps d'échange et je vous propose de débuter. Alors, je vais vous proposer juste une petite introduction pour vous présenter qui participe à ce temps d'échange aujourd'hui et d'où vous venez, tous autant que vous êtes. Puis, nous ferons la présentation des intervenants. Nous présenterons l'appel à projet, donc c'est l'équipe de la région Nouvelle-Aquitaine en charge de cet appel à projet qui présentera l'appel à projet tourisme, culture et numérique. Puis nous aurons un temps de présentation témoignage de 3 projets du territoire et nous aurons également plus d'exemples de projets retrouvés dans l'e-book qui vous sera également présenté par la région Nouvelle-Aquitaine. Et nous aurons un temps de réponse à vos questions. Alors déjà aux questions que nous avons reçues via le formulaire d'inscription et aux questions que vous pourrez nous transmettre par écrit via le chat. Donc, alors, qui êtes-vous? En fait, vous êtes un peu plus de 200 inscrits à ce webinaire, dont un peu plus de 58 ont indiqué dans le formulaire d'inscription qu'ils souhaitaient déposer un dossier à cet appel à projet, et un peu plus de la moitié qu'ils hésitaient à déposer un dossier, mais qu'ils n'étaient pas, qu'ils attendaient d'avoir plus d'informations au travers de ce temps d'échange. La typologie donc des personnes inscrites, donc un peu plus de la moitié proviennent de la culture. Un gros quart provient du secteur du tourisme. Puis on a une vingtaine de personnes qui viennent donc du secteur du numérique et après une dizaine de personnes qui viennent de secteurs cumulés, donc culture, tourisme et numérique, et une douzaine d'autres à la marge donc de diverses typologies de porteurs de projets. Et d'où venez-vous? Alors, on a beaucoup de personnes inscrites donc aujourd'hui, avec une bonne répartition sur le territoire Nouvelle-Aquitaine. Donc, vous voyez les chiffres qui ne sont pas tout à fait à jour, puisque j'ai fait le camembert hier soir et pas ce matin, et qu'il y a eu encore des inscriptions pendant la nuit. Donc, on avait hier soir 34 personnes qui étaient inscrites de la Gironde, 24 qui ont été inscrites des Pyrénées-Atlantiques et de Haute-Vienne. Et vous voyez sur le tableau à peu près la répartition sur les autres départements. Donc, on a quand même une représentation assez belle de l'ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine. Je vais laisser la parole donc pour la présentation des intervenants. Donc, je ne me suis pas présentée, je m'excuse, Annabelle Picot, mais je vais laisser Raphaël Nieto se présenter l'elliptique, puis Myriam présenter l'équipe de la région Nouvelle-Aquitaine. Merci Annabelle. Bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire. Je suis Raphaël Nieto et je dirige l'Elliptique, qui est l'association des professionnels du numérique sur le territoire limousin. On travaille en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine depuis longtemps et notamment sur le sujet culture numérique, culture connectée. Et on travaille également au niveau régional en collaboration et en partenariat avec nos homologues sur l'ensemble de la région, donc le SPN, Digital Aquitaine, le CIRPIN et Pays Basque Digital, voilà, qui sont des clusters établis sur l'ensemble du territoire régional. Et ensemble, l'ensemble de ces clusters sont engagés dans cette démarche. La LIPTIC la coordonne en lien avec la région Nouvelle-Aquitaine. Et on sera tous mobilisés pour vous aider à identifier, à trouver, à collaborer avec des partenaires ou des prestataires numériques, voilà, au plus près de vos besoins et du territoire sur lequel vous êtes établi. Donc un formulaire vous sera transmis à l'issue du webinaire pour exprimer d'éventuels besoins ou recherches de partenaires ou prestataires que vous auriez sur le territoire pour répondre à cet appel à projet. Voilà, je vous remercie encore pour votre participation et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Raphaël. Myriam, je peux te laisser la parole pour présenter l'équipe?
Oui, pas de problème. Merci Annabelle. Bonjour à tous, donc je suis Myriam Drouet, moi je suis chargée de mission à la délégation numérique à la région Nouvelle-Aquitaine et donc je suis chargée aujourd'hui de vous présenter cet appel à projet mais que je présente au nom de 3 directions, donc la délégation numérique à laquelle j'appartiens, la direction du tourisme avec notamment donc Gaëlle Gerbeau et Franck Cabandé qui travaillent au service numérique culturel de la direction de la culture, pardon, je crois que j'ai dit la direction du tourisme, et Isabelle Siron, la direction du tourisme, donc qui est en charge des projets innovants dans le secteur du tourisme. Donc je vais passer à la présentation de l'appel à projet. Je vais charger le document. Hein. Ça marche, merci Annabelle. Je te laisse prendre la main. Alors, c'est parti. Donc, vous voyez bien la présentation, là, c'est OK? Oui. Oui, OK. Donc, rapidement, un petit point de contexte sur cet appel à projet. Donc, comme je le disais, c'est un appel à projet qui est porté conjointement par 3 directions au sein de la région. Et donc, il fait la suite logique, en fait, d'un dispositif qui a été mené par nos 3 directions déjà en 2017, 2018 et 2019, qui était donc un appel à manifestation d'intérêt Eventech et qui était, lui, dédié vraiment uniquement au champ de l'événementiel culturel. En 2020, donc vous n'êtes pas sans savoir, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, que les filières touristiques et culturelles ont fortement été impactées par la crise et continuent à l'être. Et donc du coup, la région, il y a eu une vraie volonté politique de la région on va dire, de capitaliser sur la dynamique qui avait été lancée et initiée avec le dispositif Eventech pour essayer cette année de proposer un dispositif qui s'adresse, on va dire, à l'ensemble du champ culturel et non plus qui soit seulement à destination des organisateurs de manifestations culturelles. Donc il y a une vraie volonté politique des 3 élus, élus au numérique, au tourisme et à la culture, et ils ont souhaité même inscrire donc cet appel à projet tourisme, culture et numérique au plan de relance régional. Donc cet appel à projet, il a pour objectif en tout premier lieu d'encourager les collaborations et les expérimentations entre les différentes filières, donc filières de la culture, du tourisme et du numérique. L'objectif, c'est vraiment d'aller consolider ou développer des nouvelles formes de partenariat, d'inciter à collaborer ensemble pour réussir à diversifier une offre, à attirer des nouveaux publics et évidemment à essayer de développer des nouvelles compétences au sein de chacune des filières concernés. L'objectif, il est évidemment de conforter, de pérenniser l'activité économique des acteurs culturels et des sites de visite touristique en Nouvelle-Aquitaine, en développant et en tout cas en expérimentant des nouveaux services, des nouveaux produits ou une nouvelle offre pour les publics. L'enjeu, c'est aussi pour la région d'essayer de développer un tourisme qui soit, on va dire, plus responsable, un tourisme culturel qui soit plus responsable ou en tout cas de proximité. Alors en 2020, c'est la pandémie qui nous a imposé, on va dire, des contraintes de mobilité. Mais en fait, cette volonté de la région, elle s'inscrit aussi dans le cadre d'une feuille de route, la feuille de route Néoterra, qui a été adoptée par la région en 2019 et qui a vraiment engagé l'action régionale vers sa transition écologique et environnementale. Donc, c'est une vraie volonté que d'essayer aussi de développer, on va dire, un tourisme culturel plus responsable et de proximité. Et enfin, l'appel à projet, il a pour objectif vraiment d'impulser des expérimentations. Donc l'objectif derrière, c'est d'essayer de valoriser ces expérimentations et éventuellement de diffuser, de partager les bonnes pratiques interfilières pour essayer qu'elles bénéficient, on va dire, à un plus grand nombre d'acteurs et à l'ensemble des 3 filières qui sont concernées, donc tourisme, culture et numérique.
Donc la typologie des projets qu'on attend, donc évidemment ce sont des projets culturels. Alors on entend projet culturel au sens, on va dire large, hein, comme je le disais en introduction, on a vraiment décidé d'ouvrir et donc plus seulement restreindre au champ de l'événementiel culturel, mais là on s'ouvre, on va dire, au projet culturel au sens large, donc on peut attendre des projets de création artistique, des projets patrimoine, des projets autour des cultures régionales, de la culture scientifique, enfin voilà, sentez-vous libre d'entendre projet culturel vraiment dans un sens, dans une acception la plus large possible. Les projets doivent être inscrits dans une démarche novatrice. En fait, il doit y avoir un véritable enjeu d'expérimentation, hein. Il doit y avoir quand même un caractère, on va dire, un peu inédit au projet. Ils doivent intégrer des outils ou des solutions ou des technologies numériques et bien évidemment, ils doivent être conçus dans un objectif d'attractivité touristique de territoire. Donc on attend prioritairement des projets qui vont améliorer ou enrichir l'expérience du public. On attend des projets éventuellement de développement de nouvelles solutions, de nouveaux produits numériques qui contribueraient au déploiement et à la pérennité économique des acteurs culturels ou des sites de visite touristique en Nouvelle-Aquitaine. On attend des projets qui valorisent les initiatives locales, donc des initiatives culturelles locales, comme je le disais tout à l'heure, et qui inciteraient donc à un tourisme de proximité en diversifiant les publics de proximité. Et enfin, donc un point que je n'ai pas indiqué ici dans la présentation, mais qui est important, on attend des projets qu'ils soient inscrits dans un modèle économique viable, donc avec des perspectives réalistes à court, moyen ou long terme, notamment en termes de création ou de maintien d'emplois et de retombées pour les territoires. Donc l'appel à projet s'adresse aux opérateurs culturels, aux sites de visite touristique et à la filière numérique, donc aux acteurs de la filière numérique. On attend des projets qui soient menés en collaboration donc entre les différentes filières concernées. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on attend de la part des projets qu'ils portent vraiment les trois dimensions, culturelle, touristique et numérique. Et la recherche de partenariat ou la recherche de collaboration, en fait, elle doit venir étayer le manque d'une ou de plusieurs dimensions d'un projet. L'objectif, c'est vraiment d'aller chercher l'expertise et la compétence dont on ne dispose pas soi-même et d'aller la chercher dans les autres filières qui peuvent du coup aider à co-construire un projet plus pertinent. On attend que les expérimentations soient menées en Nouvelle-Aquitaine et donc là une petite précision, donc pour être éligible à l'appel à projet, les bénéficiaires, enfin en tout cas les porteurs de projet doivent avoir leur siège social en Nouvelle-Aquitaine. On attend également que les expérimentations elles aient lieu dans les 24 mois à venir, donc soit cette année, soit l'année prochaine. Si y a des projets qui s'étalent, enfin qui veulent être expérimentés plus tard, c'est évidemment on ne ferme pas la porte, mais ça doit être vraiment justifié au regard notamment de la nature des développements à réaliser. Enfin, l'objectif c'est vraiment qu'on soit dans de l'expérimentation là assez rapidement pour justement, comme je le disais au départ, voir s'il y a des résultats à partager et voir si on peut éventuellement reproduire ou diffuser les projets à d'autres acteurs du territoire. Alors là, je vous ai mis une petite slide sur les dépenses. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Hein, bon, elle s'affiche à l'écran et puis vous les retrouvez dans le règlement de l'appel à projet. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a essayé d'être assez souple et d'intégrer en fait comme étant éligible l'ensemble en fait des dépenses qui sont vraiment justifiées comme étant nécessaires à la réalisation de l'expérimentation. On va attribuer des aides sous forme de subvention. La subvention, dans le cadre de ce dispositif, elle est plafonnée à 150 000 €. Alors, j'insiste bien sur le mot plafonné. Hein, on est évidemment là sur un montant très élevé, mais nous, on attend vraiment tout type de projet, de tout type d'envergure. Donc, si vous avez un besoin beaucoup plus modeste, voilà, sentez-vous légitime hein, vraiment de venir nous solliciter. On interviendra maximum à 50% du montant global du projet. Donc, on attend évidemment une part d'autofinancement hein, de la part des porteurs de projets, avec une petite souplesse sur les projets dont le montant global n'excéderait pas 100 000 €, où la région pourra là intervenir jusqu'à 60% maximum du coût total du projet.
Et enfin, donc comment faire, donc comment déposer un dossier. Donc nous, on vous invite dans un premier temps à nous solliciter via l'adresse mail générique là, qui s'affiche à l'écran. Alors vous êtes nombreux aujourd'hui, vous avez déjà été nombreux à nous envoyer un mail. Donc il y a peut-être des gens qui sont là aujourd'hui à qui on a déjà répondu, d'autres qui nous ont sollicité à qui on n'a pas encore répondu. Donc nous, on est aussi en train d'essayer de s'organiser en interne. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas encore reçu de réponse, on va répondre à tout le monde. L'objectif pour nous, via cette adresse mail et cette première prise de contact, c'est vraiment que vous nous fassiez part déjà d'une petite présentation de votre projet. Et à partir de là, on voit si ça nécessite de creuser, on va dire, une piste, et donc, de creuser la piste d'un dépôt de candidature. L'objectif, c'est vraiment de ne pas vous faire perdre du temps si on considère que votre projet ne sera pas éligible à l'appel à projet. Et par contre, c'est éventuellement de vous faire émarger à d'autres dispositifs régionaux si ça semble plus pertinent. Donc, en fonction de ce premier contact, on vous proposera éventuellement un rendez-vous d'accompagnement. Et puis ensuite, vous avez jusqu'au 31 mai pour déposer un dossier de candidature. Alors, initialement, on avait indiqué la date du 31 mars. Donc, il y a un petit glissement de calendrier là de 2 mois. Alors, par contre, juste pour être vraiment très précise, l'année 2021, elle est un peu particulière en termes de calendrier pour la région, puisqu'on est sur une année d'élections régionales qui auront lieu donc en juin. Et donc, il faut savoir qu'en fait, on a voilà, 2 fenêtres de tir, si je puis dire, pour attribuer les subventions, et en tout cas pour présenter vos projets aux élus et pour du coup avoir une prise de décision politique. Ça sera soit au printemps, soit à l'automne. Donc, pour tous les dossiers là, aujourd'hui, les projets qui sont, on va dire, à peu près mûrs, qui sont déjà un peu consolidés et qui sont assez bien ficelés, on vous encourage vraiment à candidater et à déposer un dossier rapidement, là, d'ici un mois à peu près, d'ici la mi-février, si vous souhaitez qu'on présente votre projet au printemps aux élus et si vous souhaitez pouvoir espérer du coup une subvention avant l'été. Sinon, bien évidemment, vous prenez le temps qu'il vous faut et vous pouvez déposer jusqu'au 31 mai, mais il faut savoir que pour un dépôt qui interviendra entre la mi-février et le 31 mai, la prise de décision politique ne pourra intervenir qu'à l'automne, le temps que la nouvelle mandature des élus régionaux se mette en place. Donc, je vous ai mis le lien vers le site du guide des aides de la Nouvelle-Aquitaine, où vous pouvez télécharger le règlement de l'appel à projet et le dossier de candidature. Et puis mes collègues et moi, donc on reste à votre disposition en fin de session pour répondre à vos éventuelles questions. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère avoir été claire. Je te remercie, Myriam. Je vais reprendre la main pour revenir à la présentation initiale. Merci. Alors. Donc, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir 3 retours d'expérience, 3 témoignages, présentations de projets donc, du territoire, le temple de Montelu de Cassino-Magus, les fantômes d'Angoulême pour le festival Bisous Partout et Malagar numérique. Donc, je vais proposer aux premiers intervenants, donc Marie Dreyer et Dominique Lioen, de venir d'ouvrir leur micro, de se présenter et je vais charger leur présentation. Est-ce que c'est bon pour vous, Dominique? Est-ce que vous pouvez vous connecter? Oui, c'est bon pour moi. Parfait. Est-ce que Marie est là également? Alors, si c'est bon pour vous, je vais charger votre présentation. Je vous laisse commencer à vous présenter. Oui, donc, bonjour. Alors, attendez, j'attends que la présentation a chargé. Vous pouvez prendre le contrôle en appuyant sur le bouton. Tout à fait. Donc, merci de me donner la parole. Alors, je n'ai plus la présentation. Alors, je n'ai plus la présentation. Je viens de la recharger, elle a dû être fermée. Je vous propose de reprendre le contrôle. Très bien, c'est bon, je l'ai pris. Je n'ai pas de nouvelles de Dominique, donc je prends le contrôle du diaporama. Vas-y, Marie. C'est bon, mettez là.
Oui, je suis là. Voilà, donc je me présente, donc je suis Marie Dreyer, je suis responsable du site de visite des thermes de Chassenon à Cassinomagus, le parc archéologique, donc à Chassenon en Charente-Limousine. Et donc je suis avec Dominique Liohen, Voilà, bonjour. donc, qui est gérant et fondateur de l'entreprise Novo 3D avec qui on travaille, qui est basée à Angoulême. Donc nous allons vous présenter les projets numériques mis en place depuis 2018 sur le site. Et avant, je vais vous présenter très rapidement les thermes de Chassenon, donc Cassinomagus. Donc c'est le nom d'une agglomération antique qui est datée du 1er siècle et donc qui comporte 3 éléments bâtis, donc qui sont datés d'il y a 2000 ans. Donc un édifice de spectacle, des thermes monumentaux, donc qui s'étendaient sur 10 000 m² de surface, et un sanctuaire avec un temple qui, lui, culminait à 30 mètres de hauteur. Donc aujourd'hui, dans ce parc, c'est un site de visite de 15 hectares que vous pouvez voir ici. Donc on y trouve différents éléments de visite, donc un jardin botanique, des espaces de jeu, un espace d'exposition, des vestiges donc, qui se visitent, et bien sûr, on y trouve des événements, des animations et des visites guidées pour la partie offre touristique. Le projet numérique du visio-guide que l'on a mené avec Dominique Liohen a été créé autour du sanctuaire et du temple. Alors pourquoi? Tout simplement car ce projet, vous allez le voir, n'a pas d'intérêt, par exemple, dans cet espace des vestiges des thermes qui, eux, sont facilement visitables. Et de plus, depuis 2018, sur ces thermes, donc sur la partie des piscines, entre autres, comme vous pouvez le voir ici en image, on va avoir un film d'image en reconstitution numérique, donc qui est mis en place avec Dominique Liohen à partir de 2018. Donc ça, c'est la première étape, on va dire, de notre travail numérique par rapport au patrimoine et par rapport aux vestiges. Donc, par opposition, comme vous pouvez le voir, en ce qui concerne les vestiges du sanctuaire, on a absolument, je dirais pas rien, mais quelque chose d'assez peu lisible pour un visiteur. Donc là, on est sur une vue aérienne. Et donc, on a des vestiges qui sont soit pas encore mis en valeur ou tout simplement détruits. Et donc, ceux qui existent, qui préexistent, on va dire, à l'arrivée, la mise en tourisme du site, c'est ce que vous voyez là. Et donc, ça a été recouvert de terre pour être préservé par les archéologues. Donc, ce que les visiteurs voient au niveau de cet espace du parc archéologique, du site de visite, c'est quelque chose de très peu lisible et facilement, on l'admet, incompréhensible. Donc, la question s'est posée de trouver un support numérique qui puisse répondre aux visiteurs. Donc, on a réfléchi à plusieurs choses. Donc, proposer un nouveau film de reconstitution en images de synthèse en 3D, proposer éventuellement une tablette, comme ça se fait beaucoup, avec de la réalité augmentée, ou là vous avez un exemple de casque filaire, donc qui est un espace fixe qu'on aurait pu mettre dans l'espace d'exposition et qui propose de la réalité virtuelle par immersion en VR 3D. Dominique Liohen nous a apporté une réponse totalement différente, qui est une innovation donc, sur laquelle on a travaillé donc, avec la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre d'un appel à projet Tourisme innovant en Nouvelle-Aquitaine, qui était de proposer des casques de VR, donc réalité augmentée, mais autonomes. C'est-à-dire qu'on n'a pas de film, ce qui va permettre de se déplacer directement in situ, on va utiliser un peu de latin tant qu'à faire, et donc d'avoir une grande autonomie en termes de visite. Donc c'est absolument ce que l'on a mis en place donc, depuis cette année. Cette solution permet de visualiser le site à l'époque romaine et permet ensuite de le resituer sur place. Comme par exemple ici, on a le même angle de vue entre le podium du temple donc, qui a été recouvert de terre pour sa préservation et l'image de réalité virtuelle qu'on va trouver dans le casque. Donc on a travaillé conjointement à la création d'une visite guidée donc, qui se fait avec un guide. C'est ce que je vous avais proposé sur cette image-ci. Donc, on voit ici notre responsable de médiation qui entame en fait une visite et qui explique des choses. Et donc, cette expérience de visite est totalement inédite et elle a permis aux visiteurs de se projeter virtuellement dans un espace qui est complètement illisible aujourd'hui. On se rend vraiment compte ici, dans notre cas, que le virtuel a toute sa place dans un projet patrimonial, dans un projet culturel, car il vient compléter ce qui est réellement visible, mais ceci sans jamais le remplacer. Et ça, c'est vraiment un point de vue qui était important pour notre équipe. Voilà, le projet permet aussi de se déplacer dans le paysage numérique, d'approcher les éléments, et donc l'application permettra, dans une version encore plus admirable, une immersion avec de la manipulation des interactions et éventuellement
créer un atelier scolaire donc sur l'architecture, la religion, etc. Voilà, je laisse la parole à Dominique Luen de Novo 3D. Merci de votre attention. Voilà, merci Marie. Donc l'histoire de Novo 3D et de Casino-Vegas est évidemment très liée puisque j'ai visité le parc pour la première fois en 2012 et lorsque j'y ai découvert ce qu'a pu être le temple à l'époque, je me suis tout de suite dit qu'il fallait trouver un moyen de le faire visiter aux personnes venant à Casino-Vegas comme si le temple existait toujours. Mais pour cela, il aura fallu attendre jusqu'en 2019 pour qu'un premier casque de VR autonome et véritablement autonome, c'est-à-dire pas juste un téléphone placé dans une coque en plastique, fonctionnant en plus donc sans ordinateur, sorte enfin pour que la vision que j'avais en 2012 puisse se concrétiser. Donc l'idée du VisioGuide VR, comme nous l'appelons pour l'instant, est de laisser là où le médiateur au centre de l'expérience de visite, car il est pour partir en arrière pour remonter l'image. Ou pas. Si, ça veut bien venir. C'est long. Voilà. Voilà, ça permet donc que la médiatrice, en l'occurrence sur l'image, reste au centre de l'expérience de visite, parce qu'il faut absolument que cet acteur incontournable de l'expérience de visite touristique puisse rester maître de l'expérience. Donc notre solution permet donc à un guide d'utiliser une tablette, comme on le voit sur l'image, pour contrôler ce que les visiteurs voient et font dans leur casque, en fonction du scénario de visite qui a été préalablement choisi. Ce guide peut alors adapter son discours en fonction du groupe, choisir de montrer dans la restitution virtuelle certaines choses ou pas, de prolonger un temps de découverte ou de le ralentir en fonction des réactions du groupe. C'est déjà un premier niveau d'interactivité que nous permettons. Un second niveau d'interactivité est ce que le visiteur fera dans chaque chapitre de la visite virtuelle. Il faut que le visiteur ne soit plus seulement un spectateur, mais un acteur durant la visite, qu'il puisse faire des choix lui-même et visualiser ses choix. Par exemple, choisir quelles statuettes de dieux romains ou gaulois devront orner l'intérieur du temple. Par exemple, en cliquant sur une statue avec sa manette, il peut faire un choix, comme on le voit sur l'image là, parmi plusieurs et valider ce choix. Donc non seulement chaque visiteur pourra personnaliser sa visite, mais en plus cela permettra de ne pas figer une restitution scientifique sur des zones d'ombre qui pourraient poser problème, faute de données, ce qui facilite le discours de médiation, car le visiteur comprendra ainsi naturellement qu'il ne s'agit que de théorie et non pas de certitude qui peut être proposée comme dans le cadre d'un film par exemple. D'expérience, nous savons que les sites touristiques et patrimoniaux ne sont pas toujours bien dotés en matériel informatique, en réseau Wi-Fi ou en budget, donc il fallait que la solution du VisioGuide puisse aborder toutes ces problématiques en même temps. Donc pour ceci, nous avons trois éléments. La tablette Android, encore une fois visible sur l'image. Les casques de réalité virtuelle autonome, dans le cas précis, c'est des Pico Neo 2. Et donc un poitier central que nous avons conçu grâce à l'aide de la subvention apportée par le dispositif TINA de la région, et qui fait le traducteur entre les deux systèmes. Ça permet à la tablette et les casques de discuter constamment ensemble. Donc tout ceci fonctionne avec leur propre batterie. On a un ensemble totalement portatif, facile à transporter pour qu'il soit utilisé in situ, et qui fonctionne totalement indépendant d'un réseau 4G ou Wi-Fi. Une fois qu'on allume les casques, ils se synchronisent immédiatement et il n'y a plus de manipulation à faire autre que l'utilisation prévue dans le scénario. La maintenance est très simple, il faut simplement mettre les éléments à recharger sur une prise secteur classique entre les visites et passer évidemment une lingette anti-Covid sur les casques. Vu qu'ils sont en revêtement lisse, ça permet de les désinfecter très facilement. Les casques de VR autonomes ont heureusement vu leur prix décroître de manière très significative ces derniers temps et ils coûtent aujourd'hui bien moins cher qu'une tablette. On a des casques qui sont de très bonne qualité pour moins de 500 €. Enfin, puisque les casques détectent donc le déplacement des visiteurs et les retraduisent dans l'univers virtuel, il n'y a plus de conflit d'oreille interne et de cerveau, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de cybersickness, de nausée due à la VR, ce qui est un très grand confort pour les visiteurs. Et nous avons également testé la solution sur les plus jeunes, et pour les enfants à partir de 10 ans, ça ne pose absolument aucun problème d'utilisation. Voilà. Si je peux remettre... Non, je n'ai pas eu le contrôle. Si je peux remettre l'autre image qui était bien, c'était voilà un exemple effectivement de la qualité graphique qu'on peut avoir dans le casque. Donc ça nous permet d'aller très loin dans la restitution tout en restant donc effectivement en VR autonome sur site sans ordinateur. Voilà pour une courte présentation de ce qu'est le VisioGuide VR. Je remercie donc à nouveau Casino-Vegas et Alfran pour ce partenariat et nous remercions tous ensemble une nouvelle fois la région pour nous avoir accordé leur confiance dans le cadre du dispositif TINA. Merci à tous. Merci à vous. Merci Dominique pour ce témoignage. Alors je vais reprendre le contrôle sur la présentation et on va venir à un nouvel intervenant. Donc Adeline, est-ce que tu peux te connecter et mettre le son et je vais faire passer la présentation. Bonjour Adeline. Bonjour à tous. Alors j'espère que ça va pas couper parce que j'ai eu 2 coupures
Enfin, Oui, une coupure. Et du coup, bon, j'espère que ça va marcher. Moi, le projet dont je vais vous parler, donc c'est Les Fantômes d'Angoulême, qui était en lien avec le festival Bisous, Bisous partout. Le festival Bisous, c'est un festival de musique d'image, donc on organise et des concerts et des expos, des ateliers de sérigraphie, on fait venir plusieurs fanzines, des micro-éditions, ce genre de choses. Et donc là, dans le cadre de l'appel à projet, l'objectif était de réaliser 2 circuits d'exposition en réalité augmentée. Un circuit plutôt professionnel, avec du coup réalisé par des illustrateurs pros, avec en réalité augmentée et des sons de groupes qui passaient en concert à la nef. Et le deuxième circuit qui était chapeauté par moi-même, c'est pour ça que je vous présente celui-là, parce que c'est celui que je maîtrise le plus, autour des fantômes d'Angoulême. Donc, Adeline, je te propose de prendre la main sur la présentation. Je crois que ça ne veut pas. Bon. Si, ça y est. Donc, les fantômes d'Angoulême, c'est parti d'un travail du collectif PAN, qui est un collectif d'illustrateurs d'Angoulême. Donc, ils avaient réalisé des cartes en format carte de tarot, comme ça, sur des personnes ayant vécu vraiment dans la ville, avec une histoire un peu particulière. Donc, on a l'explorateur qui a fait le tour du monde, c'est celui qui a fait venir le tabac en France, mais qui s'est fait piquer la vedette par quelqu'un d'autre. On a le fou volant qui s'était jeté des remparts, puisqu'Angoulême est une ancienne ville fortifiée, pour essayer de voler. On a un ermite qui a vécu dans une grotte sous les remparts, enfin ce genre de personnage-là. L'idée était donc de créer un circuit dans la ville qui replacerait ces personnages aux endroits où ils ont vécu ou en lien avec leur vie. Donc on a créé un plan comme ça. Là on voit il y a des petits cœurs. Alors je ne sais pas si vous les voyez, mais les petits cœurs c'est les endroits où se situaient les personnages. L'idée c'était vraiment de créer un parcours autour de l'histoire de la ville, mais en réalité augmentée et en musique. Donc le collectif PAN ont fait tous les visuels. Le pays d'art et d'histoire de Grand Angoulême a fait toute la partie, apporté toute la partie recherche sur ces différentes personnes. Et après, on a travaillé beaucoup avec l'urbanisme de la ville et les bâtiments de France pour la mise en place de l'exposition, puisque du coup, toute la ville, le centre-ville d'Angoulême est classé. Du coup, en termes d'expo, on peut pas faire ce qu'on a envie. Et après, on a été en partenariat avec l'Office de tourisme qui a donc développé ce parcours et qui mettait à disposition des gens les cartes, cette carte-là notamment, pour pouvoir se déplacer dans la ville et essayer de trouver les différentes personnes. Donc, comment ça se traduit? Donc, on prend l'exemple de la carte de l'explorateur. En fait, on l'a faite animée en dessin animé. Ah, alors, attendez, je reviens. Ah, ben là, je peux pas mettre lecture. Bon, ben, vous verrez pas l'animation. Annabelle, est-ce que toi, tu peux... En effet, je ne la vois pas de mon côté non plus. Je vais essayer de recharger le PowerPoint si tu veux bien. Oui. Je te laisse reprendre la main, Adeline. Okay. Je pense que du coup, c'est l'autre diapo que tu as chargé, puisque là, les polices sont bizarrement mises. Normalement, tu dois pouvoir faire lecture. Alors, effectivement. Est-ce que là, vous voyez ce qui apparaît? Alors, pas de mon côté. Bah oui, parce que c'est à chacun de faire lecture, en fait. C'est ce qu'on s'était dit hier, je crois. Donc là, vous pouvez cliquer sur la vignette blanche et vous verrez le personnage s'animer.
Il n'y a pas de vignette blanche de mon côté. Alors, je vais juste revenir sur le slide précédent. Voilà. Si vous cliquez sur la zone blanche, normalement, vous avez une zone blanche sur la droite de votre écran. Si vous cliquez dessus, vous avez une animation qui apparaît. Je ne sais pas si tout le monde peut voir cette animation. Dans tous les cas, vous pourrez voir cette animation dans les documents de restitution que je vous fournirai dès demain. Ah bon, du coup, voilà, le personnage rentre dans la carte et s'anime avec du coup une bande sonore qui est en fond. L'idée, donc moi je suis médiatrice culturelle à la Nef, donc c'était de travailler aussi de l'action culturelle avec des scolaires sur ce projet-là. On a donc pu travailler ce projet-là, notamment sur des ateliers scolaires pour la création sonore avec l'artiste Norbert Labrousse, qui est batteur dans le groupe qui s'appelle Prince Miaou. Donc chaque carte avait un thème, les enfants s'occupaient de la création sonore de chaque carte, donc c'est 20 secondes de création sonore par carte. Et à la fin, donc sachant que sur ce projet-là, donc il y a eu des scolaires, il y a eu le Conservatoire du Grand Angoulême et l'école départementale de musique. Donc pour pouvoir réaliser ce projet, il a fallu développer une application de réalité augmentée qui s'appelle PAN. Donc quand on ouvre l'application PAN, on a ce logo-là, et on arrive sur la carte que vous avez vue tout à l'heure. Et en bas, il y a un petit appareil photo qui permet de scanner les cartes. Et en bas à gauche, il y a une petite jauge qui indique où vous en êtes dans le parcours, en fait. Donc si vous scannez un seul des personnages, vous restez en bas. Il y en avait 11 à chercher, un peu comme une chasse au trésor dans la ville. Et une fois qu'on arrive au 11, on arrive tout en haut de la jauge. Et donc là, sur la droite de votre écran, vous avez une petite image avec un téléphone et une carte derrière. Si vous cliquez dessus, normalement, il y a la vidéo qui s'anime pour vous expliquer vraiment ce qui se passe en vrai quand on scanne la fiche. Donc ça, je ne sais pas si tout le monde peut le faire, mais du coup, le personnage prend vie une fois qu'on le scanne, avec du coup un cartel qui explique qui est ce personnage. Alors là, sur la vidéo, c'est Ravaillac qui avait vécu rue des Arceaux à Angoulême, qui avait tué Henri IV, donc l'assassin, hein, puisque le format carte de tarot veut qu'il y ait des noms un peu dans ce style. Et cette application de réalité augmentée a aussi servi donc au deuxième circuit dont je vous parlais au tout début de sérigraphie en réalité augmentée. Le fait est que en fait, l'Office de tourisme a tellement aimé le projet qu'il aimerait pouvoir le pérenniser. Donc là, on est en train de voir avec les Bâtiments de France qui nous avaient donné l'autorisation pour 3 mois de pouvoir pérenniser le projet. Ça va être la partie la plus dure en fait. Presque la partie numérique était facile. Voilà pour la présentation. Je vous remercie, je te remercie Adeline, et je vais donner la parole donc à notre dernière intervenante. Alors. Donc Marie-Sylvie, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et vous présenter? Donc Marie-Sylvie Vitarel, je suis la directrice du centre François Mauriac de Malagar. Et je vais commencer par vous dire quelques mots de présentation sur Malagar, qui est une propriété familiale située à 50 km au sud de Bordeaux. Elle a bien sûr appartenu à François Mauriac, qui était très attaché et qui en avait fait l'un de ses lieux de travail et d'inspiration privilégiés. En 1986, les quatre enfants de François Mauriac font donation du domaine à la région Aquitaine. C'est donc aujourd'hui la région Nouvelle-Aquitaine qui en est propriétaire. Le domaine se compose d'une maison de maître, de 2 anciens chais viticoles, 2 communs, le tout étant classé monument historique. Et Malagar est entouré d'un parc de 4 hectares qui est également classé. Malagar, c'est à la fois un centre de ressources documentaires, un lieu muséographique, un site touristique. Nous travaillons beaucoup en médiation scolaire et nous proposons également une programmation culturelle tout au long de l'année,
en accès gratuit. Je pense que nous serions de toute façon, à un moment ou à un autre, tournés vers le numérique, orientés vers le numérique, mais il se trouve que le contexte nous a amenés à accélérer le mouvement, puisqu'en 2017, la région a acté le lancement d'un vaste chantier de rénovation des bâtiments, chantier inscrit sur plusieurs années et qui allait avoir pour conséquence une période de fermeture au moins partielle du site, de fermeture au public. Ce chantier était programmé pour démarrer en 2018. Moi, je suis arrivée à Malagar en 2017. Dire que le temps de réflexion a été très très court pour trouver une solution, et une solution qui réponde à plusieurs objectifs. D'abord, résister à cette période de travaux, à la fermeture partielle du site et donc au déficit de fréquentation et d'image, sauvegarder les emplois, en particulier les emplois touristiques, de guides et d'accueil, et la pleine activité du Centre Forçant-Mauriac. Et tant qu'à faire, profiter de cette situation pour développer l'offre touristique et culturelle, innover en proposant un nouveau mode, une nouvelle forme de médiation adaptée au site, séduire et élargir, séduire de nouveaux publics et donc élargir notre audience, et enfin valoriser notre fonds d'archives qui était déjà numérisé. Donc, en résumé, en fait, il fallait transformer le handicap à court terme représenté par ce chantier de rénovation en l'opportunité de renforcer sur le long terme la dynamique et l'attractivité de Malaga. Je vous propose de lancer la vidéo si vous le souhaitez. Oui, tout à fait. On peut y aller. Donc, cette période de réflexion très courte, au cours de cette période, nous pressions bien que la solution pouvait se trouver du côté du numérique, mais avec la naïveté des néophytes, c'est-à-dire que nous avions une méconnaissance totale des outils et que ça... Or, le numérique, ça n'est qu'un outil. C'est un outil qui a besoin d'être nourri de contenu. Donc, on était quand même un petit peu perdu au milieu de toutes ces possibilités, solutions, et on n'est pas parti dans le bon sens de démarche. Et il se trouve que, alors que les travaux de rénovation avaient déjà commencé, nous avons eu la chance de pouvoir collaborer avec le service numérique culture de la région, qui nous a aidés à retrouver le bon chemin, si je puis dire, c'est-à-dire à nous concentrer sur les contenus et non plus à nous focaliser sur les seuls outils. Avec eux, nous avons pris connaissance de projets numériques déjà existants. On a en particulier été voir la cité musicale de l'Abbaye aux Dames à Angoulême. Le service numérique culture nous a aidés à trouver une méthodologie, à prioriser et à organiser les contenus que l'on souhaitait partager. Et puis, au bout de ces séances de travail, il y en a eu 3 ou 4 qui ont duré sur 2-3 mois, en fait, on s'est rendu compte que ça valait le coup d'élargir le projet au-delà d'une simple visite virtuelle, le temps de la fermeture de la maison, mais d'essayer de construire un projet plus ambitieux et davantage sur le long terme. Début 2019, nous avons mis en place la gouvernance du projet, comité de pilotage, de sélection et de suivi, élaboré le cahier des charges. Et le 1er avril, la date était un peu inquiétante, mais bon, le 1er avril, nous avons lancé le marché public sous forme de dialogue compétitif. Alors, c'est une forme de marché public très chronophage, très complexe, mais également très riche, parce qu'en fait, elle nous a permis de construire Malagar numérique au fur et à mesure des échanges et des rencontres avec les différents prestataires potentiels. Septembre-octobre, automne 2019, le prestataire était choisi. Là, il nous a fallu revoir le projet en fonction des recommandations de la DRAC.
Et à partir d'octobre 2009, a commencé le chantier numérique, c'est-à-dire l'aménagement d'un local qui puisse héberger la visite virtuelle. En l'occurrence, c'était l'ancienne étable de Malaga, donc qui était dans un très sale état et qu'il a fallu rénover, et vous l'avez vu précédemment sur les images. Il a fallu installer les équipements numériques et intégrer les contenus. La mise en service s'est faite de mars à octobre 2020 pour les différents outils. Et les différents outils, ce sont d'abord la visite virtuelle que vous êtes en train de voir à l'image, une visite virtuelle sur écran immersif, donc 2 écrans, qui permettent de suivre le parcours réel, de la visite réelle, et de passer d'une pièce à l'autre. On ne souhaitait pas que les gens soient sur des fauteuils immobiles. On avait envie de poursuivre une mobilité comme dans la vraie maison. Cette visite virtuelle est enrichie elle est ponctuée par la convocation de documents numérisés, images, vidéos et sons, et qui nous donne la possibilité de construire en fait de multiples visites, soit génériques, soit thématiques. Cette visite, elle nous permet également d'accéder à l'environnement extérieur via Là, j'aimerais bien qu'on fasse une petite pause sur le document, si possible. Cette visite, elle nous permet également d'accéder grâce à une fenêtre virtuelle, à l'environnement extérieur qui est très très présent dans l'œuvre de Mauriac, notamment à d'autres sites importants dans son œuvre, comme le chalet de Saint-Symphorien. Donc ça permet de nous échapper vers l'extérieur. Et en fait, c'est le point très important, cette visite virtuelle est pilotée via une tablette par une guide en chair et en os. Et ça, c'était primordial pour nous. On tenait absolument à garder la guidance humaine, dans la mesure où, parmi les objectifs, il y avait le maintien du plein emploi. Ça coulait de source. Parmi le deuxième outil, je pense, je ne sais pas trop où il est dans la visite, donc je pense que vous l'avez vu, vous allez peut-être le voir. Il s'agit de 3 bornes interactives, soit 6 écrans tactiles, qui sont positionnés dans ce que nous appelons le Chai du Rouge, qui est un lieu d'exposition permanente. Et donc, ces écrans tactiles viennent en complément de l'exposition permanente, et ils permettent de consulter de nombreux documents en lien avec François Mauriac et son époque, c'est-à-dire sa vie, son œuvre, la famille, et bien sûr le domaine de Malaga. Troisième outil vers lequel nous arrivons en image, il s'agit de la visite... non, il s'agit des totems. Là, vous voyez les totems, la visite interactive. Il s'agit d'un jeu en réalité virtuelle, donc, que vous avez vu, avec casque, un escape game autour du Cahier noir de François Mauriac, qui est l'une de ses œuvres majeures écrites durant sa période, durant la Résistance. Donc, il s'agit, le but du jeu est de sauver le manuscrit original du Cahier noir, qui est caché dans le bureau de François Mauriac. Et il faut sauver ce manuscrit avant l'arrivée des troupes allemandes à Malaga, puisqu'effectivement, Malaga a été occupée. Enfin, dernier élément, il s'agit de la visite virtuelle exportable, c'est-à-dire que grâce à un ordinateur portable, nous avons la possibilité d'exporter cette visite dans les établissements scolaires. Et ça, c'est un enjeu extrêmement important, puisqu'il est quand même très compliqué de faire venir des établissements scolaires à Malaga, des établissements en tout cas les plus éloignés de la Gironde, les élèves passant souvent beaucoup plus de temps en transport que sur site. Donc, il y aura la possibilité pour les guides de se déplacer dans les établissements scolaires et faire découvrir Malaga. Voilà où nous en sommes. Ces différents outils ont été mis en service par étapes de mars à octobre 2020. Aujourd'hui, ils fonctionnent tous parfaitement. Quand nous avons eu la possibilité d'avoir des retours de public,
Ils étaient excellents, à la fois sur les publics les plus jeunes et les publics ou les publics plus âgés, y compris ceux qui connaissaient déjà la gare et qui étaient un peu réticents à ce substitut de la visite de la maison. Et en fait, en sortie, tout le monde est vraiment extrêmement satisfait. Alors, bien sûr, la période d'exploitation a été, comme vous pouvez imaginer, fortement secouée et malmenée par le contexte sanitaire. Mais on ne va pas se laisser abattre et on va attaquer très prochainement la deuxième tranche de Malagar numérique, qui consiste en l'enrichissement en fait de la visite de la maison in situ, une fois que les travaux seront terminés, c'est-à-dire que c'est dans très peu de temps que la maison pourra réouvrir, sans doute à l'été 2021, à l'été prochain donc. Donc il y aura un petit décalage, mais nous avons bien l'intention d'enrichir donc cette visite d'éléments numériques. Ça va consister en la projection dans les 5 pièces principales sur des espaces, on ne rajoutera pas d'écran, ce sont des espaces de murs dégagés. Nous allons projeter donc des documents numérisés, des images, des vidéos, diffuser des sons, ce qui va permettre de compléter l'approche de l'œuvre de François Mauriac et de compléter les sensations de visite en vrai, si je puis dire. Ces éléments continueront d'être convoqués par la guide, c'est-à-dire que c'est vraiment une visite de groupe. Chacun n'est pas avec sa tablette. Là, on a vraiment tenu à garder cette notion de groupe et de visite collective. Tous les équipements, puisque il s'agit d'un bâtiment classé monument historique, tous les équipements seront invisibles ou quasiment invisibles à l'œil nu, c'est-à-dire micro, vidéoprojecteur, enceinte audio, borne Wi-Fi, etc. Elles seront positionnées soit dans les cheminées, derrière les poutres, bon voilà, avec ce type d'astuces. Et le chantier doit démarrer à l'automne 2021 pour une ouverture, enfin une mise en service espérée et souhaitée en 2022. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Sylvie. Alors, merci. Je vais repasser la main à l'équipe de la région et notamment à Gaëlle Gerbeau. Si tu peux ouvrir ton micro, Gaëlle. Oui, mon micro est ouvert. Bonjour à tout le monde. Juste pour ponctuer ces quelques présentations qui étaient bien sûr pour vous donner une idée du type de projets qui peuvent être développés. En complément, je voulais vous présenter un e-book que l'on vient de publier sur notre site. Donc, le site du service numérique culturel que j'anime. Si vous allez sur le site numérique-culturel.fr, à la une, vous allez trouver tout de suite l'article qui va vous permettre de télécharger cet e-book interactif. Donc c'est un PDF interactif assez lourd, je ne peux pas le télécharger complètement devant vous aujourd'hui. Mais ce que je voulais que vous sachiez, c'est que dans cet e-book, vous pouvez trouver un peu moins d'une vingtaine de projets complémentaires qui peuvent vous inspirer ou vous donner des références en tout cas. Sur le territoire Nouvelle-Aquitaine. Cet e-book est issu d'un travail mené avec un partenaire Correspondance Digitale qui est un cabinet spécialisé en muséologie innovante et système de médiation innovant pour le patrimoine. Et vous pourrez notamment trouver la compilation de plusieurs chroniques qui étaient centrées sur les différents usages de projets de médiation patrimoniale. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran ce que je partage. Non, il faut que tu prennes la main dans un premier temps sur la diapositive et après que tu puisses charger ton document. Alors, je n'ai plus l'onglet « Prendre le contrôle » qui apparaît. Je vais arrêter la présentation. Tu dois avoir la possibilité de charger une présentation. Donc, tu ouvres le bac de partage, l'outil qui est à côté du micro. Oui. Et tu sélectionnes la fenêtre, donc tout à fait à gauche.
Voilà, pardon. Est-ce que c'est bon? C'est bon, on voit ta slide. J'ai juste pris un extract de cet e-book que je ne charge pas en complet parce qu'il fait plus de 100 pages, il est un peu plus long à télécharger. Cet e-book est téléchargeable sur notre site numérique-culturel.fr. Il regroupe 6 chroniques qui étaient centrées sur les usages de projets de médiation innovants. Et comme vous pouvez le voir sur la carte de Nouvelle-Aquitaine, on a un peu moins de 20 projets en Nouvelle-Aquitaine qui sont référencés. C'est une compilation d'interviews, d'articles, de fiches projets, dont vous retrouverez également certains projets comme celui du Centre François Mauriac de Malaga. Voilà, et par exemple, on a mis l'exemple d'un site en Limousin. Là, il y a un entretien et puis quelques éléments un peu concrets sur les projets, avec des éléments budgétaires pour répondre aux questions que j'ai vues passer. Sur ces projets-là, vous verrez dans les fiches projets des éléments un peu génériques sur le développement de ces projets, le temps que ça a pris, les outils qui ont été développés, est-ce qu'ils ont été accompagnés par une AMO ou pas, le budget que ça a représenté, etc. Voilà, c'était un petit complément de ressources pour les potentiels candidats. Je rends la main pour la réponse aux questions que vous avez posées en amont du webinaire. Alors, vous êtes nombreux à avoir envoyé vos questions au travers du formulaire d'inscription. Donc, on les a rangées par catégorie. Elles ne sont pas toutes là par écrit, mais dans tous les cas, vous aurez des réponses par mail écrites, par mail à vos questions. Je diffuserai également une compilation de ces questions, donc anonymisées, sous forme de FAQ qu'on mettra en ligne dès demain. Je vais laisser la main à l'équipe de la région qui va pouvoir prendre le contrôle des slides et faire les réponses donc, en fonction des différents services et des thématiques de questions. Oui, bonjour à tous, bonjour à tous. Moi, je suis Franck Comandé, chargé de mission au sein du service numérique culturel, donc dans le service de Gaël. Et pour aussi préciser que donc il y aura un premier listing de réponses qui sera envoyé par Electic, mais aussi nous, service numérique culturel, on prendra un peu plus de temps pour développer ces questions et développer un peu plus de ressources sur le site que Julia a mis dans la conversation, dans numérique-culturel.fr. D'ici le 25 janvier, il y aura un peu plus d'éléments de réponse. Vous dire voilà, sur les questions compilées, on a essayé de vite fait de compiler les questions par grande thématique, vu que il y a eu énormément de questions et on a essayé de faire ça assez vite. On va y répondre avec mes collègues Isabelle Siron, chargée de mission de tourisme, et Myriam Drouet, que vous avez vu en début de présentation. Juste voilà, sur la question de l'éligibilité de la candidature, devons-nous avoir signé avec des acteurs du territoire et développer un calendrier précis pour que le projet soit éligible? Voilà ce qu'on va pouvoir avoir comme réponse, c'est qu'on préfère avoir des éléments les plus précis possibles sur le portage et sur les partenariats. Donc s'il peut y avoir des signatures, c'est très bien, mais après c'est en fonction de la cohérence de votre projet, voir si les partenariats nous semblent pertinents ou pas. Sur le siège social des partenariats, donc dans l'appel à projet, on fait bien mention du fait que nous préférons quand même des entreprises, enfin des partenaires qui soient situés à Nouvelle-Aquitaine. S'il y a une collaboration avec une structure hors Nouvelle-Aquitaine, il faut bien sûr le préciser. Pourquoi voilà, que nous on puisse évaluer la pertinence d'aller voir une entreprise hors Nouvelle-Aquitaine, voire même hors notre pays de l'Union européenne. Voilà, s'il y a un point de blocage technologique qui n'a pas arrivé à être dépassé par une entreprise Nouvelle-Aquitaine, on peut tout à fait l'entendre. Voilà, sur les autres questions, Isabelle, je te laisse prendre la main. Tu nous affiches pas les questions? Je pensais que ça défile pas les questions. Je les ai tu vois pas les questions. Alors, juste à côté du bouton prendre le contrôle, Isabelle, tu dois avoir le numéro du slide qui est géré par Franck. Donc, si tu cliques dessus, ça devrait se mettre à jour. Normalement, tout le monde voit le slide 15 en ce moment. Oui, voilà. Oui, ça y est. C'est bon pour toi? Oui. Okay.
Alors, en tant qu'office de tourisme, pouvons-nous candidater? Alors, non, sauf si effectivement l'office de tourisme est gestionnaire d'un site de visite. Pour rappel, l'appel à projet s'adresse aux acteurs culturels, aux sites de visite touristique et aux acteurs du numérique. Voilà. Autre question? Alors, l'autre question, c'est, comme le disait Myriam tout à l'heure, tous les projets doivent avoir 3 dimensions, touristique, culturelle et numérique. Le fait d'associer, enfin, tout projet peut associer un office de tourisme après, c'est même un partenaire privilégié sur les territoires. Donc, effectivement, l'office de tourisme peut être un des partenaires du projet. Mais il n'y a pas d'obligation. Mais il n'y a pas d'obligation. Voilà. Sur l'appel à projet qui doit s'adresser à des associations avec un minimum d'ancienneté, cette question, en fait, on part du principe qu'à partir du moment, enfin, il faut que l'association soit créée. Après, nous, c'est un critère qui est global en fait dans l'ensemble du projet en termes de pertinence. Si la structure est suffisamment solide en termes d'argumentaire et en termes d'action déjà menée, voilà, c'est quelque chose qu'on peut privilégier. Mais si l'association est nouvellement créée et a vraiment un concept novateur à défendre, on l'étudiera volontiers. Voilà, la question du siège social, comme l'a rappelé Myriam en début de présentation, les candidatures qui sont portées par des opérateurs dont le siège social est hors Nouvelle-Aquitaine ne seront pas étudiées. On privilégie vraiment les opérateurs de Nouvelle-Aquitaine dans cet appel à projet. Sur le statut d'artiste, le statut d'artiste permet-il de déposer un dossier? Non, mais par contre, on est vraiment vigilant sur s'il peut y avoir des collectifs d'artistes. Ça, par contre, on sera attentif à la proposition. Sur les délais, compte tenu du dossier de candidature, je ne sais plus qui est-ce qui doit le répondre. Est-ce que j'y réponds moi ou... on sait, alors, comme a dit Myriam tout à l'heure, la question de la date, à la base c'était le 31 mars, on va la décaler au 31 mai, donc le lundi 31 mai à minuit, au vu des conditions sanitaires actuelles, mais voilà, pour qu'il y ait le plus de temps possible pour qu'on puisse vraiment, pour les opérateurs puissent déposer des dossiers les plus pertinents possibles et qu'on puisse avoir vraiment le temps de mieux vous accompagner dans cette marche. Voilà. Sur les délais contenus, vous voulez rajouter quelque chose, chers collègues? Non, non. Enfin, je pense que c'était assez clair. Voilà. Voilà. Sur la partie accompagnement, juste pour vous dire que oui, il y a des rendez-vous d'accompagnement qui peuvent se faire. Pour nous contacter, c'est la liste de les diffusions que Julia vous a mis dans la conversation et qui est aussi dans le cahier des charges et sur le site du l'IDZ. N'hésitez pas à vous y prendre en amont parce qu'on a énormément, comme a dit Myriam, on a énormément de sollicitations sur des rendez-vous et pour pouvoir les mettre en place, c'est pas simple de pouvoir réunir au moins 2 agents des 3 directions. Donc n'hésitez pas à le faire en amont, mais surtout pas genre 1 semaine avant le dépôt. Ce serait pratique pour tout le monde. Voilà. Sur le budget, Myriam, je te laisse prendre la main. Oui, alors là, il y avait une question sur un budget minimum requis donc, pour être éligible à l'appel à projet. Alors non, il n'y a pas de critères à ce niveau-là. Vous pouvez déposer un dossier quel que soit le coût total du projet. Du personnel peut-il être financé par l'appel à projet? Alors oui, donc je ne l'ai pas détaillé, c'est vrai, tout à l'heure à l'oral, mais en effet, on peut inclure des frais de personnel dans les dépenses éligibles et on peut même inclure également de la valorisation de temps passé pour les temps, on va dire, bénévoles, à hauteur maximum du 30% du budget global du projet. Voilà, autre question.
Donc, si le projet évolue pendant sa réalisation, les subventions peuvent-elles être étalées tout au long du processus? Alors, quoi qu'il en soit, l'attribution il y a une subvention qui est attribuée pour le projet, donc il n'y en a pas plusieurs, comme c'est écrit les subventions, c'est pour être bien clair. Il y a une subvention qui est attribuée pour le projet et qui est attribuée en fait qui est payée par plusieurs versements au cours du projet. Par contre, sur la question de l'évolution du projet pendant la réalisation, évidemment que les projets sont amenés à évoluer entre le moment où on dépose un dossier et la réalité de terrain. Cependant, il faut qu'ils évoluent vraiment à la marge puisque vous déposez un dossier de candidature sur lequel vous vous engagez et la région, les élus votent une attribution de subvention sur la base de ce sur quoi vous vous êtes engagé dans votre candidature. Donc, en effet, il peut y avoir des évolutions du projet, mais vraiment, elles doivent être à la marge et elles doivent être justifiées. Voilà. Et sur la dernière question, je laisse la Liptique répondre. Ah non, c'est à moi, pardon, excusez-moi. Sur le cumul avec tes... Non, je voyais, c'était la couleur, excusez-moi. Sur le cumul avec d'autres financements régionaux, non, un projet ne peut pas être financé par plusieurs dispositifs de la région. Par contre, s'il y a des fonds européens qui sont sollicités, oui, ça, par contre, on y sera, on sera très intéressé s'il y a des financements européens associés. Voilà. Mais non, pas de cumul, mais il n'y a pas de cumul possible. Voilà, c'est la même couleur, c'est pour ça que sur les compétences numériques, Annabelle. Avec les couleurs. Donc, si vous avez un besoin d'aide dans le domaine numérique, que vous cherchiez un partenaire ou un prestataire avec lequel travailler sur toute la Nouvelle-Aquitaine, en fait, vous pourrez nous envoyer, donc je vous enverrai dès demain le lien vers un formulaire de recherche de prestataire, donc un formulaire elliptique, et nous nous engageons dans le cadre de ce temps d'échange à diffuser vos recherches de prestataires sur les autres territoires auprès des autres clusters numériques de Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, nous diffuserons, vous pourrez préciser dans ce formulaire votre département et nous diffuserons vos besoins de façon à ce que vous puissiez être contacté par des professionnels qui sont en réseau avec les autres clusters numériques de Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc là, on peut faire un temps d'échange pour les questions qui ont été posées peut-être sur le chat. Oui, tout à fait. Avant de passer à des questions pour les intervenants qui ont fait un retour d'expérience, il y a encore des questions sur l'éligibilité à cet appel à projet. Notamment, est-ce que le projet peut-il être porté par une commune ou une entreprise, sachant que chacun peut drainer un partenariat collectif sur son territoire ? Oui, une commune ou une entreprise peut être éligible à l'appel à projet. Après, évidemment, on aura un œil attentif sur, on va dire, la synergie s'il y a plusieurs projets sur un même territoire, sur la cohérence entre différents projets. Mais sur un même territoire, une entreprise ou une collectivité peuvent déposer une candidature. Merci. Il y a également, je pense, une précision à apporter sur le cumul des aides, puisqu'on a une question qui est, si je comprends bien, si un territoire est aidé par la région, par exemple, c'est le cas des villes et pays d'art et d'histoire, il ne peut pas candidater à cet appel à projet. Je pense qu'il faut préciser. Oui, bien sûr, on va préciser en effet. Alors non, c'est pas parce que vous avez déjà des aides autres à la région que vous ne pouvez pas solliciter et déposer un dossier. En fait, on ne va pas cumuler les aides sur ce projet d'expérimentation. C'est-à-dire que sur le projet pour lequel vous candidatez à l'appel à projet, vous ne pouvez pas avoir une autre aide de la région. Néanmoins, vous pouvez avoir des aides au fonctionnement, à la structure, à d'autres projets que vous portez qui seraient du coup, qui vous seraient attribués par, ça peut même être par la direction de la culture, la direction du tourisme, etc. En fait, c'est l'aide au projet qu'il faut regarder. Sur un projet, vous n'aurez qu'une aide et elle n'est pas cumulable avec une autre aide de la région. J'espère que j'ai été claire. Je pense du coup que c'est le même cas pour la question qui est une subvention départementale ne peut être cumulée avec une subvention régionale. Si, alors ça c'est pour le coup même à un projet, vous pouvez avoir, on parle de cumul d'aide régionale. Si vous avez également un soutien financier du département, c'est un peu comme un soutien financier de l'Europe, welcome, hein, très bien. Et il y a une question également sur est-ce que cet appel à projet sera-t-il reconduit en 2022 ?
Alors, on n'a aucune visibilité malheureusement, puisque, comme je le disais, on a des élections régionales qui ont lieu cette année. Donc, tout dépendra de la volonté de la nouvelle mandature en place. Toujours dans la même lignée, je pense que vous avez déjà eu votre réponse, Pauline, mais au cas où, est-ce possible de déposer un dossier si on a déjà obtenu un soutien auparavant en 2019 ? Oui, tout à fait. Après, il ne faut pas que ça soit le même projet. Et puis, il faut qu'on retrouve, en tout cas, qu'il y ait des critères de sélection qui correspondent à ce qu'on attend dans ce nouvel appel à projet là qu'on vous propose en 2021. Voilà. Après, il y a des questions du coup qui arrivent vraiment sur le projet d'une structure qui souhaiterait peut-être candidater. C'est le cas de Louise Garnier. Louise, je vous invite du coup à transmettre votre question plutôt sur l'adresse mail générique nos chargés de mission vous répondront en vous calant peut-être un rendez-vous individuel pour parler précisément de votre projet. Annabelle, il y a aussi des questions en tant que prestataire pour savoir comment s'enregistrer en tant que prestataire auprès de vous, la Liptic. Alors, pour s'enregistrer, donc la Liptic, c'est une association d'entreprises qui regroupe les entreprises de la filière numérique sur le territoire limousin. Donc, vous ne pouvez pas nous rejoindre si vous n'êtes pas sur le territoire limousin. Et si vous êtes sur un autre territoire, il doit y avoir un cluster numérique qui correspond à votre territoire et duquel vous pouvez vous rapprocher pour pouvoir bénéficier donc de la diffusion des recherches de prestations. Et il y a une dernière question toujours sur cet appel à projet. Est-ce qu'un projet peut concerner plusieurs thèmes? Exemple, ligne de démarcation et musée. Est-ce que vous voulez des précisions? Est-ce que Noël, peut-être, on peut lui donner l'ouverture du micro pour qu'il nous précise un peu sa demande? Annabelle, tu t'en charges? Je m'en charge? Sur la question non, j'ai pas ta question. Sur la ligne de démarcation et musée, je n'ai pas compris. Il faudrait ouvrir le micro à Noël peut-être pour qu'il nous précise un peu mieux sa question. Alors, excuse-moi, je vais le faire. Hop. Je prends une autre question du coup au passage, en attendant. Si on commence le projet avec des investissements financiers actuels, est-ce que ces investissements pourront-ils être quand même remboursés a posteriori? J'ai pas compris la question du remboursement. Est-ce qu'ils peuvent être pris en compte? Est-ce que c'est peut-être l'éligibilité? Éligibilité plutôt. On va considérer en fait que les dépenses sont éligibles à partir du moment où vous déposez votre dossier de candidature. Bien sûr, donc si l'issue est favorable et que vous obtenez une subvention, ça veut dire qu'on pourra inclure dans l'assiette des dépenses éligibles les dépenses que vous auriez réalisées à partir du moment où vous avez déposé votre candidature auprès de la région. Annabelle, est-ce que du coup tu as pu ouvrir le micro? Alors oui, j'ai passé donc Noël en tant qu'intervenant, donc il peut lui-même ouvrir son micro pour prendre la parole. Noël, si vous nous entendez, vous pouvez ouvrir votre micro du coup pour préciser votre question. Non? Après, on peut peut-être répondre juste le temps que Noël se connecte sur... nous, on va vraiment regarder la cohérence globale du projet. Si c'est un projet qui est cohérent sur ligne de partage et musée, il faut qu'il y ait vraiment une cohérence sur la narration, sur le projet culturel qui va être présenté dans un rapport augmenté à des publics. Du coup, ça va être un peu du cas par cas sur la cohérence. Mais en tout cas, c'est comme tu l'as rappelé, Julia, nous, on est vraiment disponible pour toute question avec des éléments un peu détaillés sur le fond du projet. On est assez... on essaye de vous redire ça aussi. Une question juste, est-ce que je peux avoir juste un rendez-vous? On aimerait bien que dans votre mail, on puisse avoir à la fois le titre, le nom de l'opérateur et un peu plus d'éléments sur votre projet qu'une simple demande de rendez-vous. On essaye pour vous accompagner au mieux dans l'organisation de ce rendez-vous. Du coup, en attendant, je ne sais toujours pas si Noël arrive à poser sa question.
Si ce n'est pas le cas, il y a une demande de précision sur le règlement de l'appel à projet. Il est mentionné dans l'appel à projet, dans le cahier des charges, seront exclus les applications ou sites web d'information ou de promotion. Et il y a besoin de précision. Oui, alors ça signifie tout simplement qu'on ne va pas financer tout ce qui relève des opérations on va dire, de visibilité ou de communication d'un opérateur culturel, d'un festival ou d'un site de visite. Il faut vraiment qu'il y ait un projet qui porte les 3 dimensions numérique, culturelle et touristique et qui ait vraiment un caractère inédit. Donc, si vous voulez, on ne va pas aller financer un site web de promotion du site de visite touristique ou d'achat de billets en ligne pour aller payer son entrée. Enfin, voilà, on est vraiment sur une autre envergure de projet. On exclut les sites promotionnels ou de communication. Il y a pas mal de questions encore qui tombent. Je pense que voilà, on pourra y répondre du coup par écrit via la FAQ sur le site de l'Alyptique et ensuite sur le site numérique-culturel.fr de façon un peu plus détaillée. Juste une dernière question peut-être qui était plutôt à destination des porteurs de projets qui ont fait des retours d'expérience. Il y a beaucoup de questions à ce sujet sur le budget, mais on y répondra par écrit sur le budget de ces projets. Par contre, il y avait également une question sur la crise sanitaire actuelle, à savoir, est-ce que le Covid, avec la Covid, les visiteurs ne sont pas réticents à enfiler un casque partagé malgré le nettoyage avec les lingettes? Je pense, voilà, si du coup, Marie-Sylvie ou il y a encore Dominique, peut-être, Lyoën, est-ce que vous avez un retour là-dessus? Oui, alors en ce qui nous concerne, nous on n'a absolument pas montré, on n'a pas vu de visiteurs qui étaient vraiment réticents. Les casques sont de toute façon désinfectés devant eux avant que chaque mise en place. Les casques et les manettes, les visiteurs gardent leur masque évidemment sur le visage. Donc à partir de là, je pense que il est clair qu'il n'y a pas de risque potentiel et je n'ai pas entendu de retour négatif de ce côté-là. Ok, bon du coup, pas d'inquiétude, malgré la crise sanitaire, on peut continuer à utiliser de la VR. Voilà, surtout que nous, généralement, on essaie d'espacer les visiteurs d'1 mètre au moins entre chacun. Ça s'est pas vu sur la photo parce qu'on est en train de faire un tournage, il fallait que tout le monde rentre dans le cadre, mais dans la pratique, ils sont relativement espacés les uns des autres en plus. Donc voilà, on essaie autant que faire se peut de garder le Covid en tête pour que l'expérience de visite soit la plus confortable possible. Et encore une fois, on n'a pas eu de retour négatif de ce côté-là. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, merci pour ces retours. Je voulais préciser donc ce qu'on a déjà dit, mais revenir sur les points qu'on a déjà abordés pendant ce temps d'échange. Donc, le fait que cette vidéo a été, cette conférence a été filmée et que vous retrouverez cette vidéo dès demain sur le site Alyptique. Vous retrouvez également plus de ressources et les réponses à vos questions posées dans une FAQ à partir du 25 janvier sur le site numérique-culturel.fr. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire à la lettre d'info du service numérique culturel de la région Nouvelle-Aquitaine, donc en page d'accueil du site numérique culturel et également via le à propos contact. Vous avez le lien, je vous le renverrai dès cet après-midi par mail. Vous pouvez poser vos questions en direct et prendre rendez-vous avec l'équipe qui a présenté aujourd'hui les conditions d'éligibilité et puis présenter l'appel à projet. Donc, avec le mail qui est sur votre écran. Et si vous cherchez, si vous avez un besoin de prestataire ou de partenaire numérique, vous pourrez nous le diffuser via un formulaire. Je vous envoie le lien dès cet après-midi et il sera également accessible dès demain sur le site alyptique.net. J'espère que vous avez tous pu participer sereinement et que la connexion était suffisante pour que vous puissiez voir tous les contenus. Dans tous les cas, comme tout a été filmé, vous pourrez tout retrouver dès demain. Et je vous remercie pour votre participation. Merci à toute l'équipe de la région pour son implication et les réponses à toutes ces questions. Merci Alyptique, merci beaucoup. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. On va clôturer le webinaire. Au revoir, merci. Au revoir.
Au revoir, merci à vous. Au revoir. Au revoir à tout le monde.